j'ai eu des vrais détenus, parce que parfois ils sont transférés des prisons, donc le gars il arrive, il est vraiment menotté sur le fauteuil, et t'as deux policiers qui sont à l'entrée du box, armés, gilet pare-balles et tout. Ouais. Une panoramique scanner, ça coûte minimum, quand c'est neuf, 50 000 euros. Faut les amortir. Et c'est pour ça que oui, entre guillemets, une dentiste, c'est cher. Apparemment, ils ont réussi à faire pousser des dents à partir de cellules souches. Comme ça, ils ont réussi à faire pousser des dents dans la mâchoire. Avant, les barbiers étaient aussi dentistes à l'époque. Donc, les barbiers faisaient des extractions. Aujourd'hui, tu vas chez... Salut tout le monde, bienvenue dans cette interview de ma série Un jour, un job. Il y a 2 semaines, je vous ai proposé un reportage en immersion avec Dan Seban, chirurgien dentiste ici à Viroflay. Aujourd'hui, il nous accueille à nouveau dans son cabinet pour une interview. Dan, merci beaucoup de nous ouvrir à nouveau les portes de ton cabinet. Comment ça va ? Ton cabinet. Et c'est vrai, je me sens presque chez moi maintenant. J'ai plus l'odeur du dentiste, tu sais, quand j'arrive. Ouais, c'est bon, là, on est dans la partie civile, là. Donc, ouais, super. C'est vrai que t'es en civil en plus, ça fait presque bizarre de le voir comme ça, j'ai envie de dire. Parfois, je croise des patients dans la rue, et ils me reconnaissent pas. C'est ouf. Parce que j'ai pas le masque, j'ai pas la Charlotte, les lunettes. Du coup, au lieu de te demander de te représenter à nouveau, est-ce que tu peux me dire, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on t'appelle docteur ? La première fois qu'on t'appelle docteur, en fait, t'es pas vraiment docteur. Pourquoi ? Parce que tu peux commencer à travailler sans avoir ta thèse, sans être diplômé. Okay. Donc en fait, tu as une sorte de diplôme qui certifie que tu es capable de travailler. Et après, tu dois passer ta thèse de docteur en chirurgie dentaire. Donc, pendant ce laps de temps, tu peux commencer à travailler. Donc les gens, ils t'appellent docteur, mais t'es pas docteur. Donc, un côté, c'est sympa. L'autre côté, tu te sens pas encore hyper légitime, tu vois, quand t'appelles docteur. Ah oui, d'ailleurs, ce truc où tu te dis, ah ouais, toi tu penses, mais moi je sais que j'en suis pas encore là. C'est ça. Mais non, au final, ça reste quand même assez grisant parce que tu sors, t'as même pas 30 ans, on t'appelle docteur, quoi, tu vois, c'est quand même sympa. Ouais, c'est cool. T'as l'habitude maintenant, docteur Seban, c'est bon, tu l'as. Ouais, aujourd'hui, j'ai l'habitude, mais j'en rigole. C'est sympa. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer assez brièvement comment on fait pour devenir dentiste ? Quel est le parcours Alors aujourd'hui, je sais plus trop parce que ça a changé. Ça a grave changé. Il y a toujours le concours. Enfin, on va repartir du début. Moi, il y avait un concours de P1, donc un corpus commun avec un concours commun avec un nombre de places. Dans le nombre de places allouées, il y a un certain nombre de places pour les dentistes, un certain nombre de places pour les kinés, un certain nombre de places pour les médecins, un certain nombre de places pour les pharmaciens. Donc là, on parle de fac de médecine ? Ouais. Pour rentrer en fac de médecine déjà ? C'est ça, exactement. Okay. Et donc, nous, il fallait qu'on décroche le concours, enfin une place en dentaire, et après on bifurquait directement par rapport à ceux qui faisaient médecine. D'accord. Ceux qui faisaient médecine, après, ils faisaient 6 ans d'études, corpus commun, et après concours de l'internat. Nous, c'était directement en dentaire. Dès ta première année, tu es en médecine dentaire ? Alors, dès ta deuxième année, du coup, une fois que tu as validé le concours, le concours au terme de la première. Oui, je suis complètement néophyte. Moi, j'ai pas du tout fait médecine. Ouais. Donc, d'accord. Donc, t'as 1 an d'études de médecine classique, comme tout le monde entre guillemets. Qui est un concours. D'accord. Voilà. Et derrière, après, tu vas bifurquer. Exactement. Et là, toi, tu choisis dentaire. Et après, tu pars pour combien d'années ? Après, tu pars pour 5 ans. Ok. Je crois. Comment t'étais à la fac ? J'étais un glandeur. On était tous des glandeurs. C'est vrai ? Ouais, c'est la fac. Après, en fait, la partie théorique, tu glandes. La partie technique, TP, travaux pratiques, là, tu bosses, t'as pas le choix parce que les profs, ils sont en face de toi, ils t'attendent au tournant, quoi. Et puis les résultats, ils sont là, quoi. Ouais. Tu peux pas tricher. Ouais, donc quand même, t'es obligé on avait une bibliothèque et on avait aussi une salle pour s'entraîner. Ah ouais ? Ouais, on avait une salle de TP pour s'entraîner à faire nos empreintes, nos tailles, nos trucs. Tu pouvais aller un peu quand tu voulais. Ouais. C'était en accès libre, on pouvait aller s'entraîner là-bas. Ah ouais. De la même manière que tu faisais tes devoirs, quoi, tu vois. Ah, c'est ouf. Ouais. Ok. Et t'avais tout le matos, j'imagine, un petit peu comme ce qu'on a eu nous pendant le reportage, avec des dents en silicone, des choses comme ça. Ouais. On devait acheter notre matériel. Bon, on avait des prix évidemment parce qu'on était étudiants. Avec l'asso de la fac et tout, on pouvait avoir des prix. Et puis, on avait nos petits modèles de dents, nos trucs, et on s'entraînait comme ça dessus. T'as étudié où ? Elle était où ta fac ? Moi, j'étais à Paris, okay. À Paris 7. Comment tu budgétises ? Comment tu finances tout ça ? T'as des bourses ? T'as été accompagné par ta famille ? Tu bossais sur le côté ? Déjà, combien ça coûte ? Et comment tu finances tout ça ? Alors, on a beaucoup de chance en France parce que la fac coûte quasiment rien. Donc, les frais d'inscription, c'était pas énorme. Je crois que c'était 200 ou 300 euros, un truc comme ça. Enfin, c'est lunaire quand tu vois qu'aux États-Unis ou en Espagne ou quoi, c'est des 10, 15, 30 000 $, tu vois, par an. Donc, ça, on a eu beaucoup de chance sur ça.
Il y avait un petit billet pour le matériel, mais qui devait être de, je sais pas, peut-être 200, 300 euros de matériel à acheter. Après, bah oui, il y avait des étudiants qui étaient boursiers, qui payaient pas les frais d'inscription. Oui, après, bah, ça dépend de ta cellule familiale. Si tu habites à Paris, bah c'est plus facile. Si tu viens de province, bah faut payer un studio. Donc soit il y a la famille derrière, soit tu fais des petits boulots à côté. Moi, je faisais des petits boulots aussi. Tu faisais quoi? Moi, je faisais de la manutention. C'est vrai? Beaucoup de manutention. Je vendais aussi des études cliniques à des ORL ou des rhumatos. C'était des rhumatos au téléphone. Donc, il fallait réussir à contourner la secrétaire, la standardiste. Ah, fait que tu faisais directement. Ah, bah t'avais une liste de cabinets comme ça qui appelaient. Et fallait réussir à les contourner. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Ouais. J'imagine. Plein de petits boulots comme ça. Ouais. Donc là, tu as le parcours pour devenir dentiste, tu finis tes études, tu fais quoi? C'est quoi tes premiers... Déjà, en études, est-ce que tu as une sorte d'alternance entre guillemets? Est-ce que tu vas travailler dans le dentaire en même temps que tes études? Est-ce que tu attends d'avoir ton diplôme avant de pouvoir travailler sur des vrais gens? Comment ça se passe? En fait, à partir de la 3e année, tu commences à travailler en clinique. Okay. Donc, tu vas à l'hôpital. Okay. D'accord? Donc, tu as une partie cours, une partie TP, et tu rajoutes à ça une partie clinique. D'accord? Donc, on est en promo, 15, 20 élèves comme ça, on arrive, on a tous des fauteuils, tous des box, et on a des patients qui vont se faire soigner, qui viennent à l'hôpital, qui disent voilà, j'ai pas trop de moyens, et ils se font soigner par des étudiants. D'accord. Donc ils sont, on leur dit voilà, c'est des étudiants. Ouais, ils le savent. Alors évidemment, on est encadré. Vous êtes encadré, il y a des dentistes diplômés qui sont là et qui vont. Évidemment, il y a les profs et les assistants, voilà. Après, si à côté tu veux faire des petits boulots, un truc super, c'est de faire de l'assistance. Donc tu vas assister dans un cabinet dentaire, tu vois vraiment comment ça se passe, tu mets vraiment un pied dans le monde du travail concret. Ouais, la réalité du métier, quoi. Ouais, parce qu'entre, c'est comme dans tous les métiers, entre la théorie pure et dure et la réalité du terrain, bah il y a un monde. Donc c'est hyper intéressant ça pour le coup. J'encourage tous les étudiants en dentaire à faire ça. Aller en cabinet, aller voir comment ça se passe, mais aussi à faire plusieurs cabinets. Parce que il y a 12 milliards de manières de travailler, 12 milliards d'organisations différentes. Et c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe aussi chez les autres. Pour à la fin, quand toi tu vas te lancer, trouver un truc qui te plaît. Très bien, parce que là, toi aujourd'hui, tu as ton cabinet. Ça fait des années que tu pratiques. Au début, où est-ce que tu as commencé? Tu as eu ton diplôme? Ouais. Tu as commencé par quoi? Alors j'ai commencé par un remplacement au mois d'août. Et le dentiste chez qui j'ai été, il m'a donné les clés de son cabinet. Il m'a dit démerde-toi. Ah ouais. Il avait confiance. Expérience riche en enseignements, traumatisante. Parce que tu passes de 3 patients dans la semaine à 20 patients par jour. C'est assez chaud, Mais ça doit être terrifiant pour un jeune qui se lance comme ça. T'arrives, plus les patients ils te voient, bah t'es le dentiste quoi, donc ils se posent même pas la question. Puis au mois d'août il y a du monde parce que tous les cabinets sont fermés, donc t'es bourré de monde et tu prends un rythme, enfin tu prends une tornade dans la face quoi. T'as des anecdotes, t'as des expériences comme ça au tout début qui t'ont marqué plus que d'autres, qui t'ont un peu effrayé? Ouais, bah déjà j'ai eu des patients, des profils que j'ai jamais re-eu derrière quoi. Je me rappelle d'un patient, il était tellement flippé, mais il s'accrochait au fauteuil comme ça. Et il bougeait. Alors que je faisais pas grand chose, hein, mais il bougeait. Et je lui disais, mais monsieur, vous avez mal? Ah non, pas du tout, je suis stressé. Truc de fou, quoi. Il disait, ouais, non, j'ai eu tout. J'ai eu ça, j'ai eu le patient qui me fait un malaise sur le fauteuil la première semaine, enfin des trucs. T'es dans l'arène, quoi. Ouais, c'était vraiment édifiant, quoi. C'était sympa. Et tu m'as dit que tu avais aussi fait un petit séjour à l'hôpital. Enfin, un séjour. Tu travaillais à l'hôpital? Ouais, on travaillait. Du coup, on faisait nos stages d'hôpital. Donc au début, c'était à l'hôpital Rothschild dans le 12e, et puis après, en dernière année, on a eu les vacations à la Pitié-Salpêtrière. Aux urgences? Ouais, on faisait les urgences dentaires de la Pitié. Ça devait être costaud, ça. Ah, c'était génial. Ah ouais? C'était génial. T'as vu des choses dont tu peux nous parler un peu ou... Ouais, bah, j'ai eu un criminel qui avait fait la une des infos. Alors, il a été innocenté, mais ils l'ont arrêté depuis, donc voilà. J'ai eu. Mais du coup, tu dis que t'es un criminel, le mec était avec les menottes? Non, il était en liberté, lui, pour le coup. C'est juste que j'ai reconnu son nom. J'ai dit, ah, vous êtes le monsieur du. Il fait, ouais, c'est moi.
Donc j'ai eu ça, j'ai eu... Faut pas le rater, lui. Ouais, non, lui, t'as pas envie. Ouais, lui, t'as pas envie de truc. C'était pas un gentil. J'ai eu des vrais détenus, parce que parfois, ils sont transférés des prisons, donc le gars, il arrive, il est vraiment menotté sur le fauteuil, et t'as deux policiers qui sont à l'entrée du box, armés, gilet pare-balles et tout. Ouais. Ah bah oui, t'es obligé de soigner, toi t'es médecin, tu soignes tout le monde qui a besoin. Quand t'as un truc tranchant dans la main pour faire une extraction, un machin, t'as chaud, quoi. Ça doit être impressionnant, t'es là, t'as quelqu'un qui est menotté, quoi. Il est menotté pendant toute l'opération? Bah oui. Oui, c'est question con. Non, on lui enlève ses menottes, et puis comme ça il me prend le scalpel. Oh, tu dois avoir la pression, parce qu'en plus t'es jeune. Ouais, c'est un peu flippant. Bon, après, ça va, t'as les forces de l'ordre à côté, ça va. T'es quand même pas dans des conditions où t'es super serein, je pense. T'es pas serein, mais bon, ça fait partie du job. Donc en fait, tu vois des choses, tu vois des trucs. C'est hyper sympa. Tu m'étonnes. Ouais, t'as des gens qui ont des maladies qui sortent de nulle part. Parfois, t'appelles, comme c'est un hôpital, t'as des gens d'autres services, t'appelles le maxillo, t'appelles le dermato, il voit ce que c'est. Parfois, tu vois des trucs genre des cancers, des machins, enfin, un truc pas cool, tu vois, mais c'est hyper intéressant. Super formateur, et puis en fait, tu découvres tout. J'imagine que quand t'es médecin, peu importe la branche dans laquelle t'es, c'est fascinant de voir un petit peu toutes ces différentes disciplines de la médecine qui se regroupent au même endroit. Une tonne de trucs, vraiment, c'est hyper cool. Et dans ton métier, c'est quoi selon toi, le plus stressant? Là où toi, même encore aujourd'hui, après 7 ans, t'es obligé de faire quand même attention. Plus stressant. T'as des actes hyper techniques où il faut vraiment faire attention, un soulevé de sinus ou quoi, c'est hyper méticuleux, faut aller hyper minutieux, faut vraiment aller doucement. Rien que le mot m'a mis mal à l'aise. Là, j'imagine l'intérieur. C'est quoi un soulevé de sinus? Un soulevé de sinus, il me faut un truc, je peux pas te expliquer comme ça. Mais en Ok. gros, c'est hyper précis, quoi. T'as ça, t'as les grosses chirurgies, les grosses poses d'implants, les machins, ça c'est assez stressant. Ce qui est stressant, c'est quand t'as des merdes aussi. Quand t'as un patient à qui t'as fait un gros truc, tu vois son nom 2 jours après en rouge dans le planning en urgence, tu te dis ok, là c'est chaud. Ouais, Il y a peut-être un souci. Ouais, non, voilà. Sinon, à part ça, il faut réussir à prendre un peu de distance aussi, je pense, avec son boulot. Faut pas se laisser bouffer par son boulot. C'est très facile de se laisser submergé par tout ce qui se passe la Surtout que journée. t'es dans l'humain, quoi. Donc t'es toute la journée avec différentes personnes qui comptent sur toi pour leur santé. Donc c'est pas rien. T'as une responsabilité quand même assez colossale, je trouve. Ouais, c'est assez compliqué, mais bon, après, une fois que t'as réussi à faire la part des choses, en vrai, c'est hyper satisfaisant comme métier. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Le plus fier, c'est quand quelqu'un te dit, vous m'avez réconcilié avec le dentiste, c'est sympa. Comme ce qu'on fait là. Voilà, c'est ça. Trop bien. On dit que dentiste, ça gagne bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, sans donner des chiffres super précis, mais globalement, quand tu as ton diplôme, que tu sors d'école et que tu commences à travailler en tant que dentiste, la fourchette, ça se situe où en termes de salaire, de rémunération? En fonction de ton niveau et si tu as du monde et si tu sais plutôt bien bosser ou quoi, c'est hyper variable. Mais je dirais entre 3 et 4 000 net, un truc comme ça, je pense. Ouais. Donc c'est déjà pour commencer, Tu gagnes bien ta vie. Ouais. Tu gagnes bien ta vie. Tu commences à quoi? Fin vingtaine, globalement? Fin de vingtaine, ouais. Ouais. T'as 27, 28. Et ça pour... on travaille beaucoup. Ouais. On travaille beaucoup. Ouais. On travaille beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, je faisais, je sais pas, 40, 45 heures par semaine, je crois, un truc comme ça, ouais. Ouais. Dans ces eaux-là. Avec toujours le stress, le côté très, comme on a dit dans le reportage, où c'est hyper dur. métier super épuisant, faut que ça focus. Puis il y a pas que les opérations, quoi. Il y a tout ce qu'il y a à gérer autour. Heureusement qu'on gagne bien notre vie, quoi. Sinon, je pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait fait ce métier. Très honnêtement, alors moi j'ai aucun problème avec les gens qui gagnent bien leur vie, bien au contraire. Et s'il y a des gens qui doivent bien gagner leur vie, pour moi c'est les médecins. C'est-à-dire que... Bien d'accord. On va recevoir ton associé, Anthony. Comme ça, on va être tous les trois pour discuter tous ensemble. Je pense que ça va être plutôt cool. Il m'a manqué. Il t'a manqué? Ouais. Il est à côté là. D'ailleurs, je tiens à vous dire que quand Anthony va arriver, on a quelqu'un qui fait des travaux dans le cabinet. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de bruit. Mais voilà, c'est comme ça. On profite du cabinet quand il y a personne. Il y a des travaux. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On a une petite intervention d'Anthony que j'ai pas mise dans la vidéo, mais que je vais te passer, où il a un petit message assez amusant pour toi. Le jour des résultats, je suis allé vers lui quand j'ai vu qu'on avait réussi tous les deux en lui disant salut, enchanté Anthony, on va être à la fac ensemble. Et la première phrase qu'il m'a dit c'est t'es qui toi? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je suis très intrigué. Franchement, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ouais. Mais j'étais con. Un con. Voilà.
Bon, Anthony, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Avec plaisir. On t'a pas beaucoup vu dans le reportage, je suis désolé, malheureusement, on C'est lui n'a la pas star. pu trop. C'était lui la star, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement une nouvelle fois pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Donc, ben, moi, Anthony Mimoun, comme je l'avais dit dans la vidéo, donc chirurgien dentiste. J'ai commencé à exercer en 2015. Voilà. Je vais te poser la même question qu'à Dan, parce que c'est une question que je me pose vraiment. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois qu'on t'a appelé docteur? Honnêtement, la première fois qu'on t'appelle docteur, enfin surtout quand tu as ton diplôme et que tu as le titre, oui, c'est une fierté parce que tu te dis que tu t'es battu pour en arriver là. Nous, on a fait des études à Paris. Enfin voilà, en France, il y a le numerus clausus, donc oui, c'est une vraie fierté. Mais après, avec le temps, t'y penses plus quoi. Quand un patient il te dit monsieur ou autre, voilà, t'y penses plus, ça devient un détail. Un peu comme tout dans la vie, tu t'habitues. t'habitues. Oui, voilà, c'est au début t'es content et après tu t'habitues, mais c'est pas. Faut rester humble. Entre guillemets, moi ce que je dis à beaucoup de personnes, on est dentiste. C'est un très beau métier, mais il y a des choses qui font des gens qui font des choses beaucoup plus complexes que nous, qui sont cardio-chir ou neuro-chir. Tu vois, eux c'est beaucoup plus costaud que le dentiste. Ok, il reste humble hein, quand même. L'humilité. Non, faut quand même l'appeler docteur. C'est une valeur importante. Et apparemment, la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était pas le coup de foot direct. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre avec Dan? En fait, on vient de la même ville, lui et moi. Tous les deux, on est originaires de Sarcelles. Et du coup, quand j'étais en première année, moi j'étais primant, lui il était doublant. Et j'ai des copains, enfin on avait des amis communs qui me disaient ah mais lui il va tout déchirer, etc. Il s'appelle Dan Seban. Non mais c'est vrai, il s'appelle Dan Seban, il vient de Sarcelles aussi. Moi je l'avais jamais vu. Et donc du coup moi dans ma tête je me suis dit ok lui c'est une place en moins parce qu'il va nous déchirer. Et au final j'ai redoublé, lui il a triplé, enfin ça je sais pas si vous. Ah ouais, on va en parler. Et en fait ce qui se passe c'est que quand il y a eu les classements, en fait comment ça se passait à l'époque, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, on n'était pas prévenu à l'avance, on était mis sur le fait accompli, ça a été affiché à la fac, donc tout le monde devait prendre le train et aller voir en fait son nom sur le registre qui était affiché à la fac. On l'apprenait sur un forum en actualisant toute la journée. Et moi, j'arrive et donc lui, il a mis un masque. Cette image, je suis docteur. Je vais vers lui, je vais lui dire bon salut, enchanté, je suis Anthony, on va être à la fac ensemble a priori l'année prochaine. Et lui, il me regarde, mais le regard, je l'oublierai jamais, en mode mais t'es qui toi, genre en mode avec le masque. D'où tu me parles, t'es qui toi, genre. Et bon voilà. Et après, on a eu une soirée chez un copain qui est un ami commun, une semaine chez Eliden. Quelques semaines après, et on a commencé à discuter, on est devenus potes comme ça, voilà quoi. Comment j'ai pu faire ça? De quoi? J'étais un vrai C'est bouffon. détestable. Ah, j'étais un vrai bouffon. C'est détestable. Un vrai bouffon. C'est vrai que quand tu me dis ça comme ça donne l'image du mec, tu sais. Non, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Tony Stark. Il est plus comme ça aujourd'hui, mais c'était vraiment ça. Mais surtout qu'il n'y avait pas de fierté, j'ai triplé. C'est où la fierté en fait? Tu connais les lieux en fait, toi. C'est chez moi ici. M'a tellement plu, j'ai fait 3. Bon, là-bas, je savais pas que c'était votre cabinet. Donc c'est pour ça que merci encore de nous ouvrir les portes du cabinet. C'est exceptionnel qu'on puisse faire tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette association? Qui est à l'initiative déjà de cette association? Comment ça s'est fait? Comment vous avez trouvé le local? Est-ce que vous pouvez tous les deux un petit peu nous raconter cette histoire-là? C'est moi qui suis à l'initiative. Voilà, mais c'est vraiment marrant. Comment ça s'est fait? Donc on en avait discuté. En fait, quand il y a eu le Covid, moi j'étais en plein dedans. En fait, le Covid est arrivé quelques mois après que je me marie et je m'étais dit bon, maintenant, next step dans ma vie, je veux créer un cabinet. Et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de s'associer. Voilà, comme ça, quand il y en a un qui part en congé, l'autre qui tient la baraque et vice versa. Et pour pouvoir ouvrir de belles grandes structures. Ce qu'il y a, c'est que pendant le Covid, il y avait le couvre-feu. Et donc moi, pour le voir, c'était compliqué. On pouvait pas sortir le soir. Moi, je venais de me marier, tout ça. On bossait. Donc en fait, j'essayais d'aller le voir le dimanche matin. J'arrivais avec des croissants, jus d'orange. On se posait chez lui. C'est des petits dages sympas quand même. Tu te coupes. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, j'essayais de tâter le terrain. Je lui disais bon, t'en es où? Tu veux ouvrir un cabinet? Il me disait ouais, je sais pas. Il était hésitant. Et moi, en parallèle, je lui parlais pas d'association, mais je cherchais des locaux. J'ai trouvé le local ici, donc en pied de gare. Et un soir, je l'appelle, je lui dis écoute, demain, je vais voir un local qui a l'air incroyable, tu te chauffes. Et il a annulé sa matinée, il est venu, on a vu le local. Et heureusement qu'il était là, parce que moi, je suis quelqu'un de très hésitant. Je mets beaucoup de temps avant de me décider. Et lui, tout de suite, il m'a dit non, mais le local, il est incroyable, il est super bien positionné, il est pas loin de chez nous.
Les gens ont l'air cool dans la ville, donc go. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'il est fou. Hein. Il a fait une étude de cas sur la ville, sur les alentours. Il y a combien J'ai fait sur toute l'île de France. Le délai d'attente pour un rendez-vous, ça c'est un fou furieux. Quoi. Vous êtes un bon duo du coup. Vous avez un peu plus de temps et lui moins, mais au final ça compense en fait. Lui est plus On en dans parlera l'analyse. après sur l'association. Ouais, c'est marrant. Du coup, toi, t'as été un peu plus hésitant malgré toutes les recherches que t'as pu faire avant. T'as amené Dan ici, il a dit c'est bon, c'est parti. C'est dur d'être sûr parce que tu crées une structure où tu te dis que tu vas être dans cette structure tous les jours et que tu vas passer plusieurs jours, plusieurs années. Enfin, c'est ton bébé en fait. C'est-à-dire, tu peux pas. Tu prends une décision qui est quand même importante. C'est comme un mariage. Ça veut dire si tu fais les choses mal ou que tu les bâcles ou que tu te mets dans un endroit qui au final va pas te plaire à long terme. Revenir en arrière quand tu prends des crédits entre autres, etc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut un truc qui soit pas trop loin de chez toi, un truc qui peut caler si tu veux une vie de famille, comme ça tu tapes à 2 heures de route, une patientèle sympa, parce que au bout d'un moment, t'as quand même envie de conditions de travail sympas. Donc c'est dur de trouver le bon endroit. Tu dois vraiment essayer tu pourras jamais avoir tous les paramètres. Ouais. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais tu essayes de faire en sorte d'en avoir le maximum qui te convienne. Moi, pendant 5 ans, j'ai bossé à 1h15 de chez moi. Donc 1h15 matin, 1h15 le soir, dans un cabinet en Seine-et-Marne. Le patron du cabinet, lui, il a fait ça toute sa vie. Et moi, je me suis dit, attends, je me marie, je vais avoir des enfants. C'est pas cette vie que je souhaite, en fait. Voilà. J'ai envie de voir quand même mes gosses un petit peu. Et financièrement, ça se passe comment? Pas forcément donner des chiffres exacts, mais comment ça se passe quand vous voulez lancer? Vous êtes tous les deux, vous êtes dentistes, vous avez déjà fait vos preuves, vous avez vos diplômes. Comment ça se passe? Vous allez à la banque, vous demandez un prêt. Toi, tu sais déjà tout ce que tu veux mettre dans le cabinet, le nombre de salles de soins, etc. En fait, tu fais une étude de marché, ça veut dire tu fais un business plan. Ça veut dire, en fait, tu dois regarder les gros postes et te dire, voilà, donc ça va me coûter tant. Tu fais un fichier Excel, tu arrives à la banque. Et tu leur dis, voilà, je projette de faire tel chiffre d'affaires la première année. Tu as un peu de recul parce que tu as bossé normalement dans un cabinet avant. Il y a personne qui sort de la fac et qui ouvre un cabinet tout de suite. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, voilà, tu leur exposes tous les points. Et en fonction de ça, eux, ils te font une proposition de crédit. En général, on va pas avoir qu'une seule banque, on va en avoir plusieurs, et après, on se décide en fonction de tous les paramètres qu'on souhaite, le taux, le nombre d'années, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le dentiste c'est cher. Alors moi, je me rends vachement plus compte maintenant que j'ai passé quelques journées avec vous à essayer d'avoir le prix des fauteuils, le prix du matériel, le prix des fraises, des turbines. Je me rends compte que tout ça, ça a un coût qui est loin d'être négligeable. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de tout ça, de cet aspect financier? Comment ça déjà, les grosses machines, ça coûte hyper cher. Quoi qu'après, c'est comme tout, tu peux avoir du bas de gamme, comme du haut de gamme, comme du milieu de gamme. Nous, ce qu'on a pris, on a pris quand même des trucs assez bien. Donc, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros à chaque fois, quoi, pour avoir une idée. Après, tu as la masse salariale, ça coûte super cher. Quand tu payes les charges de tes salariés, de tes assistantes, de tes secrétaires, etc., ça coûte super cher. Voilà, après on a aussi des leasings, donc il y a des machines que tu achètes mais que tu loues en fait, tu vois, parce que tu n'as pas trop d'intérêt, par exemple la caméra pour faire les empreintes que tu avais essayé. Ce truc-là, ça devient obsolète très vite, parce que la techno elle va très vite. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de lâcher 20-30 000 euros sur une caméra. Pour qu'à la fin. Oui, t'es en location dessus en fait, ouais. Tu la prends en leasing pour pouvoir justement la rendre à la banque. Et après, tu prends une nouvelle et toi, ça te coûte toujours la même chose. D'accord, ok. Ouais. On dit qu'en général, il faut la changer par exemple tous les 3-4 ans. Les fauteuils, tu les changes pas à ce rythme-là, mais même la radio panoramique, un jour on la changera parce que les technos elles avancent, les prix même des anciens modèles diminuent. Enfin voilà, donc il faut s'adapter à tout ça. Mais comment tu peux expliquer ça aux gens de manière un peu vulgarisée, entre guillemets, pourquoi ça coûte cher le dentiste? La caméra numérique, par exemple, tu disais ça, la caméra numérique, les patients, quand ils voient ça pour la première fois, ils se disent mais c'est incroyable, moi j'ai connu le silicone en fait qui rentrait dans la gorge et qui m'étouffait, donc en fait ils voient ça, ils se disent c'est incroyable. On leur explique que c'est extrêmement précis parce que nous à l'époque quand on ratait une empreinte, ça arrivait à tout le monde qui a fait du silicone de rater des empreintes. Fallait la reprendre. Et donc le patient, tu lui dis bon on va repasser 2 minutes à vous mettre le silicone en bouche. Là en fait t'as quasiment jamais ça, tu reçois les prothèses, c'est parfait. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le coût, pourquoi le dentiste c'est cher, c'est vrai que de l'extérieur
tout le monde en fait se dit bon ben c'est comme ça, les dentistes en fait ils s'en mettent plein les poches, etc. Moi, il y a quelque chose que je prends toujours en exemple, c'est par exemple quand tu vois un médecin généraliste. Alors, les médecins généralistes, ça a été revalorisé récemment, et moi je trouve qu'ils sont sous-payés par rapport à leur investissement en termes d'années d'études, etc. Et voilà. L'exemple que je veux prendre quand je vais parler d'eux, c'est qu'en fait un médecin généraliste, il a besoin d'une pièce, il a besoin de pouvoir mettre sa table, un ordinateur, et donc son installation, grosso modo, elle va se faire en 1 semaine, 10 jours. Je sais pas, je te dis ça à la volée, hein. Mais nous, par exemple, tu vois ici, pour faire les travaux du local, ça a mis 6 à 8 mois, d'accord? Okay. Parce que c'était brut de béton. On a la vidéo sur Instagram. Ça ressemble à un parking. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait passer tous les réseaux dans le plafond et sous le carrelage pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc ça met du temps. Ensuite, les fauteuils, ils ont le coût qu'ils ont. Nous, on a pris des fauteuils qui sont importés des États-Unis. La caméra, voilà, on en a déjà parlé, elle a le coût dont on a parlé. Une panoramique scanner, ça coûte minimum, quand c'est neuf, 50 000 €. Donc tu vois, ce sont des gros montants. Et derrière, en fait, faut les amortir. Et c'est pour ça que oui, entre guillemets, le dentiste, c'est cher. Maintenant, après, nous, on a essayé de faire en sorte d'avoir un cabinet qui soit accessible. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir, je pense, dans ma tête, il y a 3 catégories de cabinets. Tu as le cabinet, on va dire low cost. Mais du coup, s'il est low cost, en fait, il va fonctionner en faisant de l'abattage, en brassant des patients. Et des fois, le risque, c'est de tomber dans le surtraitement pour pouvoir compenser les charges, les salaires, etc. Tu as le cabinet qui va essayer de faire de la qualité, mais en étant accessible. Et nous, c'est ce qu'on visait. Et après, tu as des cabinets luxe, en général dans les beaux quartiers. Mais voilà, ça, c'est pas notre credo. Ça va être très cher. Les tarifs, ils peuvent être 3 à 4 fois plus chers que nous ici. Mais en général, ça va être avec des personnes ou des praticiens qui sont conférenciers, etc. Tu vois, et il y en a pas énormément. Voilà. Après, on essaie aussi toujours de proposer des alternatives sur les traitements aux patients. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de mettre des gros billets sur des traitements. Donc déjà, il y a la loi qui nous oblige de proposer des alternatives. Et aussi, on essaye un petit peu de jauger. On a un devoir d'information. Donc quelqu'un, il a besoin une couronne, disons. Il y a plusieurs matériaux qui sont disponibles, tu vois. Et en fonction du matériau, il y a des prix différents. Évidemment, si tu cherches quelque chose de plus esthétique, ça va te coûter un petit peu plus cher. Mais si tu veux quelque chose qui soit vraiment fonctionnel, qui te permette juste de manger, et que l'esthétique, c'est pas si important que ça, il y a des alternatives. Anthony, sur la vidéo, tu as tenu à passer un petit message de prévention. Quand on a discuté en off, c'était important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être déjà, alors ça me paraît évident, mais pourquoi c'est particulièrement important pour toi et si tu as quelques petits messages à faire passer à ce sujet. Ok. Ma réponse, elle va te faire sourire, je pense. En fait, moi, j'ai une petite sœur, elle a 16 ans. Donc, elle est vraiment dans la génération qui, ces dernières années, a grandi avec TikTok, Instagram, etc. Et là, vous avez tous dû voir Instagram. Maintenant, ils sont en train de mettre des contrôles parentaux. À partir de 13 ans, ils mettent des pubs partout. On a des patients des fois qui viennent nous voir et qui nous montrent des choses hallucinantes qu'ils voient sur TikTok. Exemple, voilà, je veux faire des facettes, ils nous montrent une vidéo où la personne elle a les dents taillées. Ou alors une fois il y a un jeune, il vient me voir, il me dit est-ce que vous faites du bonding? Il m'utilisait des termes il savait pas ce que lui-même il savait pas ce que ça voulait dire. Bonding, ça veut juste dire collage. Mais il me montrait des choses en fait voilà sur TikTok et en fait les gens sur TikTok disent qu'on leur a fait des composites, mais ça se voit que ce sont des facettes, que les dents ont été taillées. Tu vois, donc après, il faut leur expliquer que la vidéo qu'ils ont vue, c'est faux. Et après, quand tu leur dis ça, ils se disent, est-ce que le dentiste, il m'a dit la vérité ou est-ce qu'il m'a menti? Donc on rentre dans un engrenage compliqué à cause des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éclaircissement dentaire. Parce que, voilà, moi, personnellement, j'ai récupéré 2 patientes, dont l'éclaircissement avait vraiment abîmé leurs dents. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi parce que je le vis, pas au quotidien parce que maintenant je vis plus avec elle, mais ma petite sœur, je sais qu'elle est exposée à ces choses-là et en fait, je veux alerter les gens sur tout ce qui est médical, qu'il y a des dangers. On a entendu dans la chirurgie esthétique plein de scandales, dans le dentaire ça existe aussi et il faut être méfiant. Il y a toute une éducation en fait qu'il y a à faire et il faut expliquer aux jeunes. En fait, les jeunes ce qu'ils voient sur leur n'importe qui peut dire ce qu'il veut sur internet. Totalement. Et si toi tu fais pas la démarche d'aller chercher les infos précisément. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, tu vas avoir une personne elle va faire de la pub indirecte. Elle va te vanter une clinique en te disant, voilà, ils m'ont fait ça, ça fait pas mal, c'est super joli, c'est telle technique. Mais en fait,
Des fois, ils y connaissent rien, en fait. Ça se trouve, c'est un implant. Tu peux pas savoir, en fait. Tu peux pas savoir. Et chaque patient, il est différent. Chaque patient, en fait, il a son contexte médical, il a une radio. Ça veut dire, voilà, quand un patient, il va avoir une dent de sagesse, par exemple, qui va être retirée en 2 minutes, il y en a un autre, ça va durer 40 minutes. Donc, on peut pas se baser sur, en fait, un postulat de base pour tous les patients. Voilà. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y avait par contre des praticiens, notamment des dentistes, qui partagent un peu ce qu'ils font, leur métier et tout, un petit peu comme on a pu faire ensemble ici avec le reportage. Ça, c'est quelque chose qui est positif, du coup, de votre point de vue? Ouais, c'est bien. Par rapport à quoi, des dentistes qui montrent leur Ouais, les gens qui ont des comptes sur Instagram, machin, c'est pas mal. Après, on montre que ce qui marche. Ça, c'est un gros souci. C'est que les gens ne te montreront jamais leurs échecs. D'accord? Même les meilleurs ont des échecs. Ça veut dire, voilà, moi, je considère pas qu'on fait partie des meilleurs, mais je pense pas qu'on soit des mauvais praticiens parce qu'on prend le temps avec nos patients. Et la qualité première, c'est d'avoir de l'empathie. Donc ça, c'est quelque chose que tu jaugeras jamais sur des réseaux sociaux ou autre. Voilà, le patient, faut l'écouter, faut répondre à sa demande. D'accord? Tout le monde veut des belles dents, un beau sourire, mais après aussi, il y a une réalité. On peut pas tout faire. On peut pas faire des miracles. Maintenant, oui, comme il a dit, il y a des patients, il y a des praticiens, pardon, qui vont te montrer des choses magnifiques, mais ils vont pas te montrer leurs échecs. Et ça se trouve, voilà, tu peux aller voir quelqu'un qui t'a vendu du rêve sur les réseaux, et en fait, ça va peut-être mal se passer pour toi. Voilà, ça, Non, mais sinon, globalement, c'est bien parce que ça démocratise un petit peu, les gens, ils ont moins peur. En général, un praticien qui poste, c'est quelqu'un qui est plutôt sûr de lui et qui bosse plutôt bien, ouais, c'est bien. Non, en parlant d'échecs, du coup, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être une ou deux anecdotes de choses qui vous sont arrivées où ça a peut-être été un peu compliqué avec un patient, ou comment tu gères ça? Parce que ça reste humain, vous êtes des êtres humains, il y a un moment, il y a un truc qui va déconner pour une raison X ou Y, faut le gérer. Comment ça fonctionne, ça? Moi, j'ai jamais eu de vrai litige avec des patients. On a toujours trouvé un moyen de... Non, mais enfin, ouais, je touche du bois, tu vois, mais on a toujours trouvé un moyen de s'arranger ou quoi. Et puis, oui, les échecs, ça arrive. On a tous eu des échecs. Quelqu'un qui te dit qu'il en a pas eu, il ment. Mais bon, quand le patient, il a vu que tu t'es tapé, que tu as été graduellement, tu vois, tu as essayé de sauver sa dent d'une certaine manière, tu as essayé d'une deuxième manière, ça n'a pas marché, il a fallu extraire la dent, il a fallu la remplacer. C'est graduel, tu vois. Et je pense que quand le patient il voit que t'as été honnête dans ta démarche et que tu t'es défoncé pour lui, il peut pas vraiment t'en vouloir, quoi. Tu vois. Après, bon. Il y a de la mauvaise foi, tu vois. Il y a de la mauvaise foi, mais Dieu merci, j'ai pas encore eu de patient qui soit vraiment de mauvaise foi avec moi. Non, une fois on a eu un litige. Et en plus, Dan a dû aller au conseil de l'ordre pour moi parce que j'avais prévu des congés avec ma femme et mes enfants, donc j'étais pas dispo. Qu'est-ce que c'est le conseil de l'ordre? Le conseil de l'ordre, en fait, c'est l'entité en gros qui s'occupe de la profession. T'as le conseil de l'ordre des médecins, t'as le conseil de l'ordre des dentistes. Ils s'occupent, ils ont des juristes entre autres chez eux. Okay. Ils ont un président qui est en général un dentiste du département concerné. Donc en fait, t'as un conseil de l'ordre qui est national, qui est à Paris. Et tu as des conseils de l'ordre en fait qui sont régionaux par département. Et en fait, quand il y a un litige, des fois ils vont faire des conciliations ou alors ils vont t'aiguiller quand tu dois faire les contrats des collaborateurs ou autres ou de ta structure. Donc voilà, c'est leur rôle à eux. Okay. Et du coup, t'as dû aller pour Anto? Parce qu'en fait, une fois, en fait, on venait d'ouvrir le cabinet. Le cabinet avait 1 mois et demi ou 2 mois. Et on a un patient qui est arrivé, qui a envoyé sa carte en fait de couverture sociale à la secrétaire, mais en la balançant sur la borne d'accueil, en étant un peu agressif. Voilà, moi j'ai ça, moi je paye rien. Du coup, déjà quand mon assistante est venue me dire le patient a tenu ce type de discours, j'ai dit bah écoutez, il faut déjà que je le voie. Et en fonction de ce qui est en bouche, on verra si ça s'avère vrai. Et j'ai dit, par contre, le patient, s'il commence comme ça, à être agressif, moi, je le prendrai pas. Et donc, elles sont venues lui dire, en gros, faut vous calmer, sinon le docteur vous prendra pas. Et là, il a commencé à faire une scène. Donc là, Dan et moi, on a dû lâcher nos patients, venir à l'accueil. Le gars a fait une scène, il y avait sa femme, il parle très mal à sa femme également. Il est parti en colère et en fait, quelques mois après, convocation. Alors, j'ai eu une enquête de la Sécu. Et la Sécu, en fait, ils ont vu avec mon historique que j'étais de bonne foi. Et après, convocation au conseil de l'ordre, Dan est allé pour moi, et en fait, on a prouvé par A plus B que le patient, il n'y avait
pas de discrimination sur son statut ou quoi. Mais en fait, le patient, clairement, je pense qu'il essayait, avec un litige, de gratter quelque chose, un billet ou autre, quoi. Malheureusement, ça, aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Pour revenir à ça, c'est le Conseil de l'ordre qui organise ces conciliations. Tu vois, donc t'arrives, il y a un bureau, il y a un représentant du Conseil de l'ordre, un représentant de la Sécu, le plaignant. Ah ouais, parce qu'il est là aussi, ouais. Donc en fait, tout ça, pour lui. Oui, mais après, c'est une bonne chose. Non, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'au final, là, dans ce cas-là, c'est un peu délirant. Mais ça veut dire que c'est une bonne chose pour les patients qui ont un vrai litige avec un praticien, parce que ça peut exister. Et au moins, il y a un organisme qui les défend s'ils ont un problème. Donc, quand tu le vois sous cet angle-là, c'est une bonne chose. Donc là, quand on parle d'échec, c'est amusant. Ça, on parle pas de problème manuel, j'ai envie de dire. Pas sur un soin, pas sur un truc. C'est tout de suite, j'ai presque envie de dire administratif. C'est pas vraiment le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pas en tête un truc où... En fait, il y a échec et faute. Ok. Faut différencier les deux. C'est pas la même chose. Après, ça veut dire qu'il y a échec. T'as un patient qui vient, sa dent, elle est déjà très abîmée de base, ou etc. Tu peux pas faire grand-chose. Tu vas essayer, mais tu préviens le patient, c'est compliqué, ça peut rater, on va faire de notre mieux, mais mettez-vous en tête que c'est possible que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est échec. Faute, c'est vraiment là, le dentiste, il est parti, entre guillemets, un peu dans un délire. Voilà, par exemple, faute, extraire une dent saine pour poser un implant. Ça, c'est une faute. C'est de la mutilation. Voilà, moi, je mets beaucoup en garde mes patients par rapport à ça. Tu vois, quand je te parlais des réseaux sociaux, etc., j'insiste beaucoup auprès d'eux. Des fois, j'ai des patients qui me demandent des soins ou qui me demandent d'extraire une dent. Je leur dis, mais non, votre dent, elle est conservable. Moi, je ne vous le ferai pas. Vous voulez aller voir ailleurs, un autre dentiste accepte, c'est sa responsabilité, mais moi, je ne vous le ferai pas. Tu vois, ça, c'est échec-faute. Toi, si tu as des anecdotes drôles, moi je prends. Hein. Si tu as une ou deux anecdotes drôles où quand tu y repenses, tu te dis, oh putain. À l'hôpital, en fait, tu vois, à l'hôpital, tu as moins ça en cabinet de ville, mais tu as du marrant et après, tu as du moment où tu voyais aussi des trucs un peu fous que tu vois pas en cabinet de ville. Des urgences peut-être des urgences folles. Ouais, des trucs un peu quand on devait faire des urgences comme ça. Ouais, tu voyais des choses que tu ne vois pas en cabinet ou très rarement. Faut avoir l'estomac accroché un peu quand même. Ouais. Parce que déjà, ça reste du dentaire. Ça reste du dentaire. Ouais, mais tu vois, moi, typiquement, j'ai montré la vidéo à mon père, il a eu du mal. Alors qu'on était sur un mannequin, sur des dents. Mais rien que ça, déjà, pour lui, c'était un peu beaucoup avec le goût de la fraise. Ouais, en fait, nous, on a la distance parce qu'on a l'habitude. Mais c'est vrai que quand t'as jamais fait ça, tu te dis, putain, la salive, le sang, la langue, le truc. Oui, mais faut relativiser. Ça reste du dentaire parce que, on a des amis, quand on a fait médecine, donc, eux, qui sont partis dans la filière médicale et qui font des gardes, des fois, on nous montre des choses costaudes. Tu sais même pas que ça existe en vrai. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est un peu gore, mais des choses folles qu'on voit dans les hôpitaux parisiens quand il est 2 heures du mat et qu'il y a des traumas ou des grosses urgences, quoi. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait évoqué dans le reportage, mais qu'on n'a pas vraiment approfondi, il y a un moment, Dan, tu dis, faites-vous recommander, essayez de faire en sorte de savoir chez qui vous allez. Quel conseil vous donneriez à des gens pour savoir chez qui ils vont? Parce que mine de rien, trouver un praticien, quand toi t'es pas du milieu du tout, c'est pas évident. Il y a un feeling avec la personne, mais comment tu fais pour Faut demander à son entourage déjà, je pense. C'est le premier truc naturel à faire, c'est tu demandes à ton père, ton frère, ta sœur, est-ce que tu connais quelqu'un, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'orienter vers quelqu'un? Ça, c'est la base. Après, malheureusement, tu sors d'Île-de-France, c'est un désert médical, quasiment tout le pays. Donc il y a des gens qui n'ont pas le choix. Beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. Et malheureusement, ils peuvent tomber sur des gens qui sont là parce que c'est les seuls, quoi. C'est ça, un petit choix par défaut, donc c'est un peu emmerdant. Il y a eu des scandales comme ça. Il y a des scandales. Il y a des structures qui ont justement ouvert des cabinets ou centres dans des zones en fait qui sont des déserts médicaux, qui ont mis des dentistes entre guillemets sous la main. Et il y a eu des scandales parce que les gens n'avaient pas le choix et ils se sont fait malheureusement mutiler. Donc, Après, tu peux regarder sur Google, il y a les avis Google, mais bon, pareil, ça peut être un petit peu biaisé, tu vois. Ouais, parce que les avis, j'ai quand même l'impression que la majorité des gens mettent quand ils sont pas contents. Voilà. Donc, t'as ce côté où même quelqu'un qui va avoir 3,5, mais en même temps, tous les gens qui ont été satisfaits du travail ne l'ont pas mentionné. Alors. Faut faire un curseur, faut voir le nombre de commentaires déjà. Parce que les gens ont plus le réflexe. Et quelqu'un qui est pas content, il va faire l'effort de te mettre un avis. Quelqu'un qui est content, il est content, il va rentrer chez lui. Il était cool ce praticien, il va partir et puis il reviendra te voir, mais il va pas le dire à tout le monde. Exactement. Faut lire les commentaires et voir si il y a un point négatif qui revient de façon récurrente
là, on se dit, bon, ok, ça peut être quelque chose de vrai, mais c'est très dur. Je pense que, comme il a dit, la recommandation, c'est la première chose. C'est de plus en plus compliqué pour tout le monde en France, hein, surtout ces derniers temps, mais faut se méfier de l'appât financier. Ça veut dire, s'il y a un tarif qui est trop bas, sur certains types de soins, faut se méfier. Si le dentiste il fait un peu marchand de tapis, à vouloir trop négocier, etc., avec le patient pour la pâter, faut aussi se méfier. Enfin, voilà. En tout cas, si vous cherchez des bons dentistes à côté de Paris ou à côté de Versailles, je vous laisse tous les liens dans la description. Arrête, tu vas nous faire rougir. Évidemment. Arrête. On a donc parlé de ce cabinet qui est à ton initiative, mais comment tu fais pour choisir un bon associé? C'est quoi le secret? Pour moi, choisir un bon associé, déjà, il faut quelqu'un avec qui tu es à l'aise. Ça veut dire, ça c'est primordial, mais je pense que ça sert à rien de prendre quelqu'un qui réfléchit comme toi ou d'une façon vraiment similaire à toi. C'est exactement Ça ce veut que dire j'allais dire. qu'en fait, c'est une question de balance et d'équilibre. Si tu prends quelqu'un qui réfléchit comme toi, vous n'allez pas vous apporter des choses mutuellement. Et donc, du coup, je pense que ça ne sera pas constructif. Alors après, des fois c'est marrant parce que des fois c'est un peu j'exagère, mais la glace et le feu. Ça veut dire que lui et moi, c'est très récurrent qu'on soit pas d'accord du tout sur des points, mais au moins on discute, tu vois, c'est constructif. Et après, il y en a un qui dit bon, en fait, finalement, c'est toi qui as raison, on va aller dans ton sens ou vice versa. Mais c'est pour ça que moi, à l'époque, on a plein de copains qui sont dentistes, du coup, tu vois, pendant les études. Donc il y a plein de profils qui auraient pu être ton associé, enfin, ou voilà. Mais moi, ça m'intéressait de me mettre avec lui parce que justement, je me disais que ça pouvait être constructif sur le long terme. Ça pouvait être pas mal. Puis on se complète vachement en fait. Ouais, tout ce que je déteste faire, il le fait. Et tout ce qu'il déteste faire, il le fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est impressionnant. Ouais. En fait, les choses, elles se sont faites naturellement. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a même pas discuté au début en disant bon, bah, tu vas faire ça, je vais faire ça. Ça s'est fait naturellement. Et c'est marrant parce qu'il y a une question qui était récurrente parce que dans notre bande, on fait partie des premiers à avoir ouvert le cabinet. Je crois qu'on était deuxième ou troisième max, mais deuxième sur une grosse structure. Et la question qui revenait tout le temps, c'était mais vous êtes jamais embrouillé? C'est comme si les gens ils attendaient qu'on s'embrouille, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur d'aller chez le dentiste? Ou qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur d'aller chez le dentiste? Que ça a évolué. En général, c'est plus les patients âgés pour le coup qui ont peur parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Les techniques, elles ont évolué. Tout à l'heure, on parlait de l'empreinte. Il n'y a plus d'histoire de silicone et la sensation d'étouffement. Aujourd'hui, c'est numérique. Les anesthésies, elles prennent bien. Aujourd'hui, on est bien formés pour pouvoir les faire correctement. Les nouvelles générations, je trouve qu'elles sont assez cool. Mettre de la musique ou essayer de détendre l'atmosphère. Voilà, hier, il y a un jeune, il est venu pour des dents de sagesse. Je lui ai dit, t'écoutes quoi? Il me montre qu'il écoute du Nekfeu. Donc, je commence à lui fredonner. Il me regarde, il était choqué. Moi, j'ai pas 50 ans, mais tu vois, donc on a parlé un petit peu de rap. C'est laquelle t'as préférée? Donc, tu vois, faut descendre l'atmosphère, s'adapter aux gens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en sorte que les soins soient, alors, je vais pas mentir en disant qu'il y a zéro douleur, mais qu'il y en ait beaucoup moins qu'avant. Ça a pas mal évolué. Ça évolue aussi avec les mentalités, en fait, finalement. Il y a ce côté, peut-être, un peu plus de proximité avec les gens, ce côté un peu plus relax. On est plus empathique aujourd'hui, de toute façon. C'est fini l'époque du dentiste paternaliste. Te dit ouvre la bouche et tais-toi. Enfin, c'est terminé. On va être aussi honnête sur un point. C'est que avant, il y avait moins de praticiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le numéro d'exclusion en France, mais il y a des praticiens qui viennent de différents pays, qui passent le diplôme ailleurs, etc. Donc, il y a plus, on va dire, entre guillemets, de concurrence. Un praticien, c'est triste ce que je vais te dire. Mais qui sait qu'il est rempli sur 3 mois? Dans sa tête, il va se dire, bon, t'es mon patient, t'es pas content, en fait, tu pars. C'est horrible, mais c'est une vérité, ce que je te dis. Alors que des praticiens qui vont pas être remplis sur 3 mois, etc., et aussi qui vont mieux connaître leur patientèle, qui vont pas se dire, lui, je le soigne et bye. Il y a une relation qui va se créer. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça que d'être à la chaîne et le patient, en fait, c'est juste un nom, une dent et bye. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de personnalité? Oui, mais il y a des gens qui sont très sympas, mais qui travaillent dans des déserts médicaux. Moi, je vois avec les posts sur Facebook, etc. Et ils n'ont pas le temps, en fait. Ils sont obligés d'aller vite parce qu'ils sont remplis sur 2 mois et qu'il faut répondre à la demande. C'est pas une question financière, c'est une réalité dans les zones où ils habitent. Par exemple, tu vois, en Normandie,
il y a pénurie de dentistes. Et encore, la Normandie, c'est une région agréable, tu vois. Donc, je te dis pas dans le centre de la France, dans le Massif central, la catastrophe que c'est. Tu vas dans des villes, des fois, qui sont à 3 heures de Paris, il y a des... Tu vas sur Doctolib, il y a écrit aucun rendez-vous disponible. Et donc, en fait, les praticiens, même quand il y en a, ce sont des bonnes personnes, ils sont tellement pris par le temps et parce qu'ils doivent répondre aux exigences de leurs patients, mais refuser des gens, que je pense que ça leur met aussi un poids et une pression. Il y en a qui le vivent mal parce que quand tu as ton planning rempli sur 2 mois, imagine tu tombes malade, tu annules une semaine. Tu les recases où les patients? Tu vois? Ça, c'est un sujet aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein qui font des burn-out aussi. Hein. Quand tu as 1 an de... Ils ont trop de pression. J'ai des patients qui viennent de la Creuse, ils ont 1 an d'attente. Oh, Véridique, hein, 1 an d'attente. il y a plus de chances à ce que le praticien fasse des erreurs. En plus, parce qu'il va être fatigué, il va avoir la pression. Donc, mets-toi à la place du dentiste, ils font des burn-out. Il y a beaucoup de burn-out. On est la profession médicale où il y a plus de suicides. Aussi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression ce métier. Quoi. Je trouve que c'est intéressant justement d'échanger avec vous là-dessus parce que c'est vrai que quand on pense au dentiste, on pense tout de suite, voilà, la personne qui va nous soigner les dents, qui gagne bien sa vie. Enfin, tu vois, tu penses jamais à l'adversité, tu penses jamais comme tu disais, tu tombes malade et t'as ton planning. Comment tu fais avec les gens si déjà ils ont pas beaucoup de dentistes chez eux? Il y a tout ça à prendre en compte. Tu vois, moi, avant qu'on ouvre le cabinet, ça c'est aussi un truc intéressant, c'est que avant de choisir de l'ouvrir ici, d'être avec Dan, etc. Dans l'étude de marché que j'ai faite, j'ai rencontré un dentiste conseil d'une mutuelle. En fait, ma mère et mon beau-père travaillaient dans des mutuelles. Du coup, j'ai eu un contact, on est allé au resto, on est resté en contact, il m'a pas mal aidé. Et il m'a évoqué ce point-là. Il m'a dit, en fait, si tu vas trop loin de Paris et que tu as trop de demandes, le jour où tu tombes malade, ça va être une galère pour toi. Donc, essaye de trouver quelque chose à mi-chemin. Enfin, quand je dis à mi-chemin, je parle pas de distance, mais entre l'endroit où t'as pas beaucoup de patients et l'endroit où t'en as trop, voilà. Et nous, par exemple, sur Doctolib, moi, j'ai bloqué à 2 semaines, 2 semaines et demie, parce que après, si les gens prennent rendez-vous trop loin, et qu'après, t'as un imprévu ou autre que tu dois annuler, ça devient très vite ingérable. Il y a aussi cette partie-là, dans le côté entrepreneuriat et gestion du cabinet dentaire qu'il faut prendre en compte. Regarde les médecins généralistes. Ils peuvent même pas prendre, ils sont tellement remplis qu'ils peuvent pas prendre d'urgence. Regarde les dermatos, t'as 3-4 mois d'attente en moyenne quand t'es en région parisienne. Les ophtalmos, pareil. Enfin, voilà. Ouais, j'ai un pote qui est médecin généraliste, c'est pareil, il est booké de fou et puis il peut pas, il bosse 6 jours sur 7. Il y a des gens qui sont malades qui ont une urgence, il peut pas les prendre parce qu'il est rempli en fait. Ouais. Ils prennent 30-40 patients par jour, c'est très dur. Et il se prend des remarques. Hein. Les gens arrivent, ils sont pas contents parce qu'ils ont attendu et ceci et cela, et lui, tu sais, il est pour rien, quoi. Ils comprennent pas, mais après, voilà, faut voir les deux côtés, mais c'est très dur. C'est le système qui est comme ça, malheureusement. Pour finir, je vais prendre les questions du public, entre guillemets. À chaque fois, comme vous l'avez vu sur la première interview, si vous l'avez visionné, je vous dis que vous pouvez poser les questions aux gens avec qui je fais des reportages. Donc ici, Dan et Anthony, dentistes. Donc j'ai quelques questions que je vais vous poser, donc qui sont pas de moi. Je n'ai aucune responsabilité sur telle ou telle question. La première, de TBFSV, c'est pas un nom, mais c'est un pseudo. Quel est donc votre rapport à la douleur des patients? Est-ce que vos traitements et est-ce que votre façon de faire s'adapte en fonction de l'âge? Pas que l'âge, mais aussi en fonction du caractère de la personne. Tu as des gens qui de base sont moins sensibles à la douleur que d'autres, et tu as des gens qui sont plus tendus que d'autres. Donc c'est à toi de faire aussi, d'adapter un petit peu ta pratique aux patients. Enfin, je pense, il y a des gens qui le font pas. Mais oui, il faut toujours s'adapter aussi en fonction de l'âge. Quand tu as un enfant, tu vas mettre la petite crème, tu vas lui dire je vais faire un dessin sur ta dent, tu vas essayer de lui arranger un petit peu la réalité pour que ça passe. Ouais. Donc on s'adapte évidemment. En général, c'est plus le stress à gérer. Les patients ont des niveaux de stress différents. C'est plus le stress en général qui nous demande à gérer. On peut faire des fois des prescriptions médicaments pour les détendre. Ah oui. Avant l'opération, avoir des petits calmants. Après, concernant la douleur, ça va être plus des prescriptions ou le degré d'anesthésie qu'on va faire. On a différents types d'anesthésie qu'on va adapter pour que ça se passe le mieux possible pour le patient. Avec les enfants, c'est pas trop délicat. On n'a pas vraiment abordé ce sujet, mais les dents sont sûrement plus petites. Les enfants sont peut-être plus effrayés. Ouais, c'est plus délicat. Après, il y a des enfants, c'est des amours. Hein, on va pas se mentir. Nous, personnellement, on a des collaboratrices qui s'occupent que des enfants. D'accord. Donc, tu penses que la présence féminine joue un rôle, que c'est plus rassurant pour l'enfant ou c'est là, c'est juste que là, c'est des filles et qu'elles sont super pro, elles adorent ce qu'elles font, elles sont vraiment top. Et moi, par exemple, je suis pas fan de travailler sur des enfants. Je le fais pour mes patients qui insistent et que j'aime bien. Je sais le faire, il n'y a pas de problème, mais je suis plus à l'aise avec les adultes. Tu vois. Okay. Ouais.
Toi, Anthony, surtout que tu as des enfants, toi en plus, donc c'est quoi un peu ton rapport Non, c'est pas vraiment, c'est pas reconnu entre guillemets comme une spécialité, mais à mon sens, c'est une spécialité à part. La pédodontie, il faut vraiment avoir ce feeling, ce rapport avec l'enfant, savoir le rassurer. Il y a des gens qui ont la patience, d'autres qui ne l'ont pas en fait. Maintenant, il faut savoir que chez les enfants, c'est pas une question de douleur, c'est une question de crainte. C'est normal. Ils vont chez le docteur va les soigner. Ils entendent les bruits de la turbine, des ultrasons. En fait, c'est plus leur crainte qu'il faut appréhender plus que la douleur, je pense. C'est plus un travail psychologique. Ouais, c'est plus ça. Toi, tes enfants, tu les traites toi-même? Comment ça fonctionne? Ouais, ils sont petits. Hein. Oui, ils sont encore petits, mais ils sont petits. Hein, tu vas suivre tes enfants? Mon plus grand, il a 4 ans. Bah déjà, je leur brosse. C'est une bonne question, ça. Moi, je leur brosse les dents toujours quand je suis à la maison. Je check régulièrement. Là, voilà, mon dernier, il a fait ses premières dents la semaine dernière. Donc, c'est moi qui ai vu parce qu'on voyait qu'il dormait pas. Donc, on s'est douté que c'était ça à 8 mois. Donc, voilà, oui, je pense que je vais les suivre. Mais si demain, il y a quelque chose qui est en dehors de mes compétences, j'amènerai un ou une collègue. Après, tu sais, peut-être que c'est mieux si c'est quelqu'un d'autre que moi, parce que ils se permettront pas ce qu'ils se permettraient avec moi. C'est ça. Exemple, moi, ma petite sœur, donc j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait 16 ans, quand elle était plus jeune, c'est pas moi qui l'ai soignée, parce qu'en fait, avec moi, elle se permettait d'hurler, alors que quand je l'ai mise avec une amie à moi, elle a pas bronché. Donc, tu vois, faut prendre ça en compte. Oui, parce qu'il y a ce rapport familial qui est très proche où on se permet plus de choses. Et c'est ça, forcément. Ok, intéressant. On va passer à la question suivante. Alors, Rod me demande, est-ce qu'il est vrai que c'est un dentiste qui a inventé la chaise électrique? Vous en faites ce que vous voulez. C'est les complots. Cette question-là. Vous en faites ce que vous voulez. Je me suis dit que je vous les poserais. Rod, ne viens pas. Non, si, viens. On va te rassurer. On va t'inviter à un dîner après. Mais non, il y a l'histoire des chaises de barbier, ça c'est vrai. Okay. Avant, les barbiers étaient aussi dentistes à l'époque, donc les barbiers faisaient des extractions. Aujourd'hui, tu vas chez les barbiers faisaient des extractions à l'époque. Quand tu vois les vieux fauteuils de dentiste, c'est des fauteuils de barbier. En fait, aujourd'hui, tu vas chez des barbiers, il y a une marque qui s'appelle Belmont, et si je me trompe pas, Belmont fait aussi des fauteuils dentaires. Et donc, les barbiers avant faisaient des extraits. Mais je te raconte ça, c'était il y a. T'allais te faire tailler la barbe et puis t'enlever une incisive parce que t'avais mal aux dents. A priori, on n'est pas assez renseigné Non. sur ce sujet, mais a priori oui. Mais les histoires de chaises électriques, par contre, Chaises électriques, je crois pas. J'ai jamais entendu ça. Je sais pas. Mais merci pour ta question, c'est très drôle. Très bien. Ouvert nous demande, est-ce que vous pourriez faire des travaux sur des dents pour des animaux? Parce que ça, je crois que c'est les vétérinaires qui s'occupent des dents des animaux. Ouais. Est-ce que vous avez une formation quelconque là-dessus? Non, on a zéro formation sur ça. Je pense que techniquement, on doit être capable de le faire. On n'a ni le matériel, ni la compétence, ni le droit, je pense, de le faire. Mais je pense que grosso modo... Alors, quand on fait des TP de formation, par exemple, quand on se spécialise et qu'on veut un petit peu faire les choses un petit peu plus loin, moi, par exemple, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, on s'est entraîné sur des mâchoires de porc. D'accord. Ouais. Oui, pour les TP, non pas pour le soigner vraiment. Comme un soigner un animal, je sais pas, mais je pense que sur le principe, ça doit ressembler pas mal, quoi. Il y a il y a des dévitalisations. J'ai déjà vu des vidéos de dévitalisation sur des chiens ou chevaux. Techniquement, le protocole est le même. D'accord. Le protocole est le même, par exemple, sur une dévitalisation, c'est la même chose. Les dents sont pareilles avec un canal, enfin, comme tu as fait dans la vidéo. Ouais. Après, peut-être que les longueurs des dents sont différentes, donc peut-être que les instruments sont différents sur la longueur, mais en soi, c'est similaire. Ok. Non, parce que c'est une question que je trouve effectivement pertinente. Un vétérinaire a-t-il besoin d'appeler des dentistes ou lui a ça dans sa formation? Je vais faire une vidéo avec un vétérinaire absolument, mais peut-être que lui, enfin, j'imagine que lui dans sa formation, il sait traiter les dents, en tout cas des animaux qu'il va traiter après, chat, chien, éventuellement. Pas du tout. Ouais. Il doit y avoir. Ou peut-être c'est une spécialité à part, on Très bien. ne sait pas. Vous savez, j'ai un certain passif avec le Japon, donc j'ai pas mal de gens qui sont Japon dans mon audience, et il y a quelqu'un qui me demande, Yann, qui me demande, que pense-t-il de la nouvelle technologie japonaise de repousse des dents? Je sais pas de quoi il parle. Est-ce que vous en avez entendu parler? Si oui, est-ce que vous pouvez me situer un peu le contexte et qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, ils ont réussi à faire pousser des dents à partir de cellules souches. Comme ça, ils ont réussi à faire pousser des dents dans la mâchoire. C'est ouf. Ouais. D'être humain adulte. Je me suis renseigné. T'as regardé alors? Vas-y. Non, mais fini. Non, moi, j'attends juste qu'ils fassent tous les tests parce que j'y crois pas trop. Mais alors, moi, j'ai 2 patients qui m'en ont parlé. Ouais. Un premier patient qui m'a dit oui docteur, vous avez vu cette vidéo folle, il y a des japonais, et un autre patient qui m'a dit bon, d'ici que la thérapie soit disponible, je vais quand même avoir besoin que vous me soigniez. En fait, les gens déjà
les patients, ils voient une vidéo de 2 minutes sur Instagram. Donc en fait, déjà, c'est pas quelque chose de, on va dire, scientifique. Et en fait, quand tu as des médias, je sais plus, c'était un média connu qui avait posté la vidéo, qui poste ça, ils savent que ça va buzzer, ils savent que ça va faire du like, donc c'est pour ça qu'ils le postent. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut se dire, s'il y a une multiplication cellulaire, d'accord, c'est quelque chose qui quand même est à risque, qui doit être maîtrisé. Parce que il y a autre chose qui peut pousser en plus. Non, mais quand on pense à la multiplication cellulaire, quand on est en tout cas dans le médical, la première chose à laquelle on pense, c'est les cancers. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si demain, quelque chose comme ça est mis sur le marché, déjà, il y aurait eu des études sur les animaux, après des tests éventuellement sur l'humain, mais qui auraient été validés. Tu vois, il y a toute une procédure. Ouais. Et tu prends l'exemple des États-Unis ou de la France, je peux pas te parler des autres pays que je maîtrise pas. C'est vraiment, il y a des vrais protocoles avant qu'un médicament sorte, avant qu'un vaccin sorte, etc. Bon, après, le Covid, il y a eu des exceptions a priori. Moi, j'en ai discuté avec des gens autour de moi. Et en fait, on m'a dit, mais attends, le vaccin, il est injecté où? Et en fait, quand je me suis renseigné, le vaccin n'était pas injecté en bouche. Donc, je me suis dit, mais comment la dent va repousser au bon endroit, etc. D'accord? Et donc, en fait, en creusant, ce vaccin, il a été inventé pour les patients qui ont des agénésies totales. Agénésie, c'est quoi? C'est quand il te manque des dents. Donc en fait, agénésie totale chez quelqu'un qui n'a plus du tout ses dents. Donc qui là, est naissant, pas poussé. Agénésie. Oui, qui n'a plus, qui n'a jamais. Oui, enfin oui, qui n'a pas. Okay. Pardon, je me suis mal exprimé. Et en fait, du coup, bah oui, la personne n'a pas ses dents, que ça repousse dans toutes les zones où on est censé avoir des germes dentaires. Oui. Mais en fait, imagine, tu as plusieurs dents qui poussent, le patient il a déjà ses dents, il en manque une seule et ça repousse sous des dents déjà présentes, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'ils disent pas dans les vidéos, c'est que ça existe pour des cas particuliers, pas pour la population générale. D'accord. Pour soigner un cas bien en fait, précis. En tout cas, c'est ça qu'ils ont créé aujourd'hui. D'accord. Ils n'ont pas encore créé quelque chose. Une introduction vers autre chose, voilà. Mais en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour ils vont développer quelque chose où ça sera injecté en local pour faire repousser en local. Pourquoi pas? Et ça peut être super intéressant. Mais on n'en est pas là du tout. C'est vendeur ce qu'on voit sur les réseaux, mais ouais, c'est pas pour demain. Et avant que ça soit validé, il y a quand même beaucoup d'étapes parce que c'est pas rien. Et pour finir, les gars, j'ai une question. Je savais pas si j'allais vous la poser, mais elle est revenue plusieurs fois. Donc je me dis qu'il faut que je la pose. Les personnes qui me l'ont posée m'ont dit ouais, dis ça en anonyme. On m'a demandé si c'est vrai que les dentistes pouvaient savoir si quelqu'un avait fait une fellation la veille. Vous en faites que vous voulez, mais elle est revenue plusieurs fois. Quelque chose de sexuel. Et du coup, ça m'a intrigué vraiment au premier degré. Je n'ai pas fait mes recherches et je préférais vous demander aujourd'hui. On va pas dire ça comme ça. Alors, je vais plomber un peu l'ambiance, mais on peut dire s'il y a eu fellation forcée. Ouais. Ah, c'est déjà moins, c'est plus la même chose déjà. Ça laisse des traces. Ce qui est pour le coup intéressant, parce que dans le cas d'une affaire voilà, de violence sexuelle, un dentiste pourrait être appelé pour venir confirmer une éventuelle théorie. Un dentiste peut même sur le jour J ou le dentiste peut même prévenir la police ou les services sociaux. Non, ça laisse des taches rouges et bleues, comme un petit bleu en fait le fond du palais au fond en du fait. palais. Ouais. En fait, c'est une histoire de vascularisation, en fait, quand il y a quelque chose de forcé sur le fond du palais. Les muqueuses sont un peu fines sur une certaine zone, enfin, voilà. Donc, oui, à l'époque, on avait une prof qui nous avait montré une diapo à la fac. Bon, tout le monde a rigolé parce que voilà. Mais oui, il y a des marques comme un bleu au fond. De temps en temps, on voit des cas passer sur les groupes de dentistes, les machins, les gens disent qu'est-ce que c'est, et là tu as tout le monde qui répond. Après c'est pas que forcé, c'est si ça a été fait, ça va faire sourire, mais si ça a été fait de façon vénère, vous l'attendiez qu'ils disent ça, qu'on le dise. Mais non, après c'est pas, t'imagines à chaque fois, enfin, je connais pas les. Non, par contre, tu peux en apprendre sur les habitudes de vie des gens. Les gens qui se droguent, tu peux savoir. Les gens qui sont stressés, tu peux savoir. Les gens qui mangent de la merde, évidemment. Mais tu peux en apprendre par rapport à comment les dents sont abîmées. Exactement. Aujourd'hui, moi, il y a des patients, voilà, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, il y a un patient, je lui pose 2-3 questions, je vois tout de suite, je lui dis, bon, bah, en fait, vous avez pris des boissons énergisantes de façon vénère.
Le patient, il me dit, comme vous savez, pendant 6 à 8 mois, j'ai eu des problèmes personnels, je me suis pas trop brossé les dents. Et durant toute cette période, j'ai bu 6 à 8 Monster par jour. Waouh, et ça te détruit les Et mailles. en fait, oui, parce qu'en fait, tu as quelque chose d'acide qui est venu à la surface des dents de façon répétée avec une mauvaise hygiène. Ou alors, il y a des patients qui, en fait, tu as une personne qui va prendre des cigarettes classiques, une autre personne qui va prendre des joints ou des cigarettes roulées. Le filtre, il est différent, donc il y a plus de chaleur qui vient à la surface des dents. Quand tu fumes aussi, quand tu prends des drogues, ta bouche, elle est asséchée. Donc, comme elle est asséchée, qu'elle n'est pas lubrifiée, ton risque carieux augmente parce que la salive, en fait, elle va un peu diminuer le pH dans ta bouche. Tu vois, donc en fait, nous, il y a plein de choses qu'on sait rien en ayant vu la bouche de patient. Ah ouais, c'est fou. C'est comme un espèce d'historique en fait, l'intérieur de la bouche. Plus ou moins. Ok, bon merci beaucoup les mecs en tout cas, c'était super cool Avec plaisir. ce reportage que vous m'avez permis de faire. Même moi, j'ai appris tellement de choses en étant avec toi et en mettant les mains. D'ailleurs, je fais systématiquement attention maintenant avec mes doigts là, les points d'appui, tout ça, pour enlever les tics de mon chien. Ça a changé ma vie. Je te jure que c'est vrai. C'est hyper efficace. Ouais. Il y en avait une dans l'oreille l'autre jour, j'ai les points d'appui, tout ça, j'ai pensé à toi et bah, ça m'a servi, premier degré. Donc merci à tous les deux pour tout ce que vous nous avez enseigné. Merci pour cette interview. C'était super cool aussi, et même de transmettre et de montrer ce que tu fais, je trouve ça juste trop sympa. Quoi. Donc, bon, ça sent que vous êtes passionné, donc c'est top. Merci de m'avoir donné l'occasion de te montrer. Bah ouais, de montrer ce que je fais. Ça n'a de sens. Ouais. Carrément. C'est hyper sympa. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses en compagnie d'Anthony et d'Anne. Moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour un autre reportage. Le prochain épisode c'est un moniteur auto, je vais repasser mon permis de conduire, ça s'annonce pas mal. Comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, peace.